Chers amis, bonjour à tous, et c'est la première séance de notre académie pour cette année 2022 et j'ai le grand plaisir et l'honneur donc de prendre le pilotage des opérations à partir d'aujourd'hui et depuis mon élection la semaine dernière. Merci à tous de votre confiance et puis évidemment on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et comme c'est notre tradition, on fait d'abord le rappel par nos secrétaires de séances précédentes, des séances précédentes. Donc notre ami Maxime Ross et Jean-Louis Béraud vont nous rappeler les contenus de la séance précédente. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les académiciens, effectivement, c'est notre dernière séance, enfin pour nous, dernier résumé pour le tandem que je faisais avec Jean-Louis Béraud avant de laisser la place au nouveau secrétaire annuel, Jean-Pierre Rosenbaum et Georges Abilaoun. La dernière séance que nous présentons ici était celle du 1er décembre avec l'ANC qui recevait la soft-cote concernant les nouvelles technologies au service de la chirurgie orthopédique. Guillaume Dardenne de Brest, comment nous développons les nouveaux outils des orthopédistes? Le continuum de l'innovation peut être divisé en deux parties. De la recherche aux premiers essais, l'objectif est d'élever le niveau de maturité et la solution technologique après les essais. Le but est de faire évoluer le niveau d'adoption. Lors de la première phase, afin d'aboutir à la construction d'un prototype, on va chercher à intégrer des technologies fiables et validées. C'est le cycle de Gartner qui se décompose en 5 phases. La percée, le pic des attentes exagérées, le gouffre des désillusions, le développement éclairé, le plateau de productivité. Ceux-ci vont permettre d'identifier ces nouvelles technologies. Afin d'évaluer le niveau de maturité d'une solution, on utilise des indicateurs tels que le TRL, Technology Readiness Level. Différentes solutions intégrées dans un projet de prothèse de genou sont présentées avec un niveau de maturité différent. La planification, création sur mesure, pose assistée en réalité augmentée avec caméra de profondeur, suivi post-opératoire avec prothèse connectée. En ce qui concerne la deuxième phase, on peut se repérer par rapport au cycle d'adoption, early adopters, pragmatiques, conservateurs, retardataires, et au usefulness, composé de l'usabilité, capacité d'une technologie à être facilement utilisée, et de l'utility, capacité d'une technologie à réaliser une tâche, résoudre un besoin clinique. Question de Jean-Claude Coffignal. Comment sont alimentés sur le plan énergétique les capteurs de prothèse? Réponse, est alimentée sur demande. Lorsque l'on souhaite récupérer les données, on aligne une antenne qui allume les capteurs pour récupérer les informations. Notre secrétaire général, Hubert Joannet. Pour information, l'Académie a une fois de plus échangé avec la HAS pour fluidifier l'accès aux innovations. Quand on considère le développement du Da Vinci en France, il est étonnant de voir certains procédés utilisés pour pousser les patients à adhérer sans qu'il y ait vraiment eu une preuve de supériorité. Quid dans votre cas du recrutement de patients? Réponse, il peut y avoir un certain blocage sur le fait de se munir de prothèses connectées. La position des patients vis-à-vis des nouvelles technologies est en train d'évoluer du fait qu'ils sont de plus en plus acteurs dans leur prise en charge. Question de Philippe Tracol. Est-ce que nous ne sommes pas au début de la phase de désillusion concernant la robotique? Réponse, le besoin d'évaluer réellement le bénéfice clinique est important, c'est le rôle du chaos. La mise sur le marché concernant la connexion va être complexe. Chirurgie assistée par ordinateur. Marc-Olivier Gossy, présentant donc le chaos, changer la prise en charge plus que nos gestes, exemple de la chirurgie de l'épaule. Commence par une citation de Folshade en 1996, la médecine n'est ni une science ni une technique, mais bien une pratique soignante personnalisée, accompagnée de science et instrumentée par des moyens techniques. Le chirurgien est un médecin qui opère. La question qui doit se poser n'est pas quels sont les outils que l'on va utiliser, mais quels sont les objectifs. Chaos n'est pas un geste, mais une stratégie qui va de la clinique, indication, planification, décision, chirurgie, précision, bien entendu le suivi, évaluation. Et présenter un logiciel prenant en compte ces différentes étapes dans le cadre de la chirurgie de l'épaule. Ce logiciel a nécessité le retour à l'anatomie et la définition et compréhension des référentiels dont on servait jusqu'alors. Dans le cas d'une classification internationale, l'analyse en machine learning donne les mêmes résultats de variabilité que la variabilité inter-observateur des chirurgiens. Concernant l'aide à la chirurgie, on peut générer un guide patient spécifique. La précision a été ensuite analysée, elle se trouve améliorée. Le logiciel permet aussi de simuler les mobilités. On peut ainsi anticiper les différences entre les implants. Afin d'améliorer l'évaluation clinique, l'utilisation de caméras RGBD permet de superposer le squelette modélisé et de le recaler en 3D. Ceci permet de diminuer la différence d'évaluation inter-observateur. Le bureau du chaos est composé de chirurgiens, mais aussi d'ingénieurs et de chercheurs. Leur volonté est de mettre en place un registre national, de labelliser les dispositifs et de valoriser ces derniers.
Question de notre passe-président Philippe Marre. Tu ouvres une page dans l'évolution de notre métier. Jean-Claude Couffignal, quelles sont les relations avec les industriels concernant les études? Ils nous font parvenir leur littérature et nous complétons en parallèle. Le label que nous mettons en place prend en compte 7 paramètres pour considérer l'apport de ces technologies. Les critères ne prennent pas en compte que les publications, mais bien entendu aussi les aspects réglementaires, éthiques et co-responsables. Question de Gérard Morvan, le guide posé sur la Glen semble moins précis que tout ce que vous avez présenté. N'y a-t-il pas des risques d'erreur de ce positionnement? Le recalage vers la réalité mixte permettra de mieux visualiser le trigonome et de se passer du guide. Mehdi Boudissa de Grenoble, les nouveaux Eldorado du chaos, la traumatologie. Les fractures du bassin sont un défi, depuis la compréhension de la fracture, la classification, à la stratégie chirurgicale adaptée, voie d'abord, réduction, fixation. Le pronostic fonctionnel pour les fractures du cotyle et de l'anneau pelvien dépend de la qualité de la réduction. La CAO s'invite en préopératoire pour le diagnostic puis la planification grâce à la segmentation des images. Il s'agit d'une obtention de modèle 3D avec séparation des fragments osseux à partir de données d'ICOM. Ceci permet d'améliorer la compréhension anatomique et la classification. Ensuite, il est possible de simuler les différents temps opératoires en créant un modèle biomécanique patient spécifique qui aide à choisir la séquence de réduction. À partir de ces données, on peut aussi réaliser une impression 3D qui permet de mieux comprendre, mais aussi de mouler des plaques sur mesure. Enfin, en pair-op, on va pouvoir naviguer avec les différentes vis. Dans l'étude présentée, la navigation ne fait diminuer ni le temps opératoire ni la malposition, sauf en cas de vissage multiple ou dysplasique ou cimenté, et c'est là que devraient être réservées ces indications. Commentaire de Philippe Marre, Émile Le Tournel avait la 3D dans la tête. Il a élaboré cette approche tridimensionnelle de la chirurgie de bassin et vous avez désormais les moyens techniques de réaliser des réparations impeccables. Nouveau commentaire de Bernard Launois sur le commentaire de Philippe Marre. Émile Le Tournel a fait sa thèse sur les fractures du cotyle, mais le véritable inspirateur, c'est Robert Judet qui a aussi mis au point les moyens radiologiques diagnostiques, le 3/4 à l'air et le 3/4 obturateur. Manon Bachy de Paris, les nouveaux Eldorado du chaos, cette fois-ci la chirurgie infantile. L'utilisation des guides patients spécifiques en pédiatrie remonte à 2013 avec comme première utilisation l'aide à la résection dans un cas de tumeur maligne au niveau du bassin. La modélisation ex vivo du squelette à partir de constructions 3D permet la conception d'instruments sur mesure permettant de fiabiliser les corrections. Les déformations osseuses multiplanaires sont bien entendu le lot de l'orthopédie pédiatrique avec toutes les déformations congénitales, développementales, post-traumatiques, avec épiphysiodèse et les conséquences infectieuses néonatales. Un nouveau protocole a été testé avec réalisation d'un scanner osseux coupe fine du membre atteint et du membre contralatéral, permettant une impression 3D de sec pour la planification et l'élaboration d'un guide, ce dernier permettant méchage et ostéotomie. La littérature, malheureusement peu abondante avec peu de patients, ce qui est toujours le cas malheureusement en pédiatrie, et une grande variabilité des indications, montre une réduction du temps opératoire, des pertes sanguines, d'excellents taux de correction ainsi qu'une amélioration des mobilités. Les limites étant bien entendu l'irradiation, qui est diminuée en paire opératoire, mais augmentée depuis la planification préopératoire, du fait de la réalisation d'un scanner sur le membre contralatéral qui lui est sain. Le coût de la procédure, mais bien entendu le coût global, ça doit être évalué. Le délai entre la commande et la réception du matériel, l'intervention ne devant pas survenir plus de 5 semaines après le scanner, étant donné que nous sommes dans une population en croissance. Désormais, d'individus en croissance. Désormais, le nombre d'indications augmente. Cette approche permet d'envisager de nouvelles techniques opératoires. Question de Jean-Pierre Rosenbaum. Vous parliez d'irradiation. Est-il possible de se passer du scanner dans cette technologie? Jusqu'à présent, seul le scanner est validé. Nous espérons pouvoir faire de même avec l'IRM. Jean-Claude Couffignal. Concernant la planification des parties molles, y a-t-il des possibilités avec des constructions 3D échographiques? Ce serait le deuxième avantage d'utiliser l'IRM, adjoindre la planification des parties molles. Commentaire Gérard Morvan, pour l'irradiation, il faut relativiser les doses. Avec le nouveau scanner, on peut bien abaisser le niveau d'irradiation. De plus, le bras est à niveau faible. La problématique, bien entendu, de l'acquisition du membre non atteint. Commentaire d'Hubert Joannet, ces techniques conduisent vers la chirurgie personnalisée pour améliorer les résultats. Ce n'est pas parce que c'est plus cher que c'est moins bien. Vous avez beaucoup plus d'expérience en chirurgie pédiatrique. Lorsque l'on a fait une demande de financement, il nous a été demandé du prospectif, ce qui est difficile chez l'enfant. La non-infériorité nécessite un grand nombre de patients que l'on n'a pas en pédiatrie. Les industriels proposant le matériel d'ostéosynthèse diminuent le coût de la planification. C'était plus complexe il y a 2 ans lorsqu'il s'agissait d'entreprises qui ne proposaient que la planification. Nicolas Réna de Toulouse, comment vont nos patients du suivi au Big Data? Le suivi en orthopédie a d'abord été basé sur la survie des implants. Mais lorsqu'on prend l'exemple de la chirurgie urologique de la prostate, par exemple, le taux de survie des patients à 5 ans est le même. Mais si l'on s'intéresse à la qualité de vie, les résultats sont beaucoup plus disparates. Les scores utilisés ont été établis il y a des décennies et devraient être réactualisés, comme le retour au travail ou la reprise du sport. Le quart des revues systématiques devrait ainsi être réactualisé tous les 2 ans.
La file active en orthopédie croît de façon exponentielle. Pourtant, l'OCDE considère que 20% des actes seraient inutiles. Il est nécessaire d'augmenter la pertinence des soins, de les adapter aux patients, de définir quand est le meilleur moment pour l'intervention et quels sont les meilleurs indicateurs de suivi. À l'heure actuelle, nous sommes capables d'accumuler un grand nombre de données numériques pour in fine créer des jumeaux qui permettront d'évaluer les trajectoires. La réflexion autour du parcours est menée depuis la consultation, la programmation, l'inclusion des protocoles, l'intervention en elle-même, puis le retour à domicile. Tout ceci permettant d'individualiser le soin, d'obtenir une expérience unique pour le patient, mais aussi pour les soignants. Et présenter l'utilisation d'une application qui permet de collecter toutes ces données et de suivre les patients, notamment via l'envoi de questionnaires. Et cela permet d'obtenir des instantanés. L'apprentissage par machine learning, à partir de toutes ces données, permettra de définir de nouveaux critères, d'améliorer la pertinence des soins, de prévenir des complications et de générer des économies. Question de Philippe Tracol, les médecins doivent être vigilants et doivent conserver la maîtrise des données. On essaie de nous imposer des indicateurs à base économique. Les données que vous relevez sont médicales et fiables. Commentaire du Bergeonnet, il faut prendre garde à l'effet blouse blanche avec des patients qui parfois sont tentés de répondre à ce que le médecin a envie d'entendre. Le médecin doit gérer des enquêteurs et ne pas être en première ligne au risque d'avoir des résultats biaisés. Dernière communication de Rémi Coulon, Nîmes, le robot à la hanche et au genou, l'ultime outil de l'orthopédiste. Les prothèses totales de hanche et de genou sont des prothèses qui vont bien à long terme. Le taux de satisfaction est très bon. Du fait du vieillissement de la population, de l'arthrose et de l'obésité, l'incidence va augmenter considérablement d'ici 2050. La satisfaction est reliée à la malposition qui est à l'origine de 30 à 40% de reprises. La robotique a débuté il y a une vingtaine d'années avec le système Robodoc qui était automatique, plus précis, mais qui occasionnait un taux de complications majeures avec luxation, révision et taux non négligeable de conversion péropératoire. La nouvelle régénération de robots, elle est semi-active et permet surtout la navigation. La littérature met en évidence une meilleure précision, une meilleure reproductibilité, une diminution des pertes sanguines de la douleur, de meilleurs scores fonctionnels à 1 an. Études présentées nuancent ces avancées du fait de développement progressif concomitant des changements d'habitude tels que la RAC et les techniques opératoires en elles-mêmes. Le service rendu semble plus important pour le genou. Les problématiques sont de nouvelles complications liées à cette nouvelle approche, notamment la mobilité des marqueurs, la courbe d'apprentissage qui est sous-évaluée dans la littérature, le surcoût, bien entendu, qu'il faudra contrebalancer avec le coût global, l'aspect captif du marché, un robot, une instrumentation, l'ergonomie chirurgicale, la pédagogie, l'approche séquentielle d'utilisation du robot. Il reste un outil excellent pour réaliser la planification avec précision, reproductibilité et sécurité. Commentaire à Philippe Tracol, en cas d'inégalité de longueur persistante, quelle responsabilité sera retenue? Le chirurgien qui n'a pas suivi le robot, le chirurgien qui s'est trop laissé guider par le robot. Commentaire de Jean-Claude Coffignat, la question de la responsabilité se pose de la même manière pour les voitures autonomes et pour les 737 MAX. Philippe Tracol, c'est le concept de situation tunnelisante où le chirurgien s'enferme dans un couloir entre robot et navigation. Marc-Olivier Gossi se pose la question de l'ergonomie chirurgicale, opératoire en tant que telle. Nous sommes en train d'amener une masse d'informations gigantesques à gérer, en plus des problèmes déjà existants de gestion, d'équipe soignante, de l'asepsie. Gérard Morvan, pourquoi pour la PTG n'avait pas utilisé le robot pour le positionnement dans la tige, dans le tibia, dans le plan axial? Parce que le système ne le permet pas. Pour la prothèse unicomportementale, il permet de positionner les plots. Conclusion de Philippe Marre, le progrès comme toute activité humaine est ambivalent. Je souhaite une bonne chance au nouveau secrétaire annuel et je remercie l'Académie de sa confiance. Vous avez tous, comme moi, apprécié la qualité de ces résumés et le travail de nos secrétaires de séance est vraiment fondamental et il doit être systématiquement associé à la publication des nouveaux e-mémoires des travaux présentés à l'Académie, présentation vidéo du diaporama, le résumé par l'auteur et bien sûr le DOI pour référencer et ensuite évidemment le commentaire produit par les secrétaires de séance qui rappellent un peu la vie de la séance et les interventions de l'ensemble des collègues. Je crois que tout ça, ça enrichit considérablement les travaux de l'Académie.